entre l'indépendance et la solitude, il n'y a qu'un pas. Nous sommes indépendants avec toutefois la loi qui s'impose d'un côté et de l'autre, l'intérêt du client qui est pour nous une sorte de religion à laquelle nous ne pouvons jamais déroger. Cet intérêt du client pose parfois d'ailleurs des problèmes extraordinaires. Vous aurez, comme tout un chacun d'entre nous, au fil du temps, et sans doute à plusieurs reprises, cette question qui termine les dîners où l'on ne sait pas trop de quoi parler. Mais enfin, mon cher maître, comment faites-vous pour défendre un être aussi épouvantable? Nous ne sommes pas juges, nous n'avons pas à nous ériger en censeurs des comportements, nous sommes la défense lorsque nous la représentons, et à partir de là, cette hypothèse n'a strictement aucun sens. Et si l'on sent qu'on vacille un peu dans cette cohérence entre la défense d'un individu et une sorte de mouvement naturel à réprimer son comportement, il n'y a qu'une chose à faire, se retirer. Alors cela étant, nous n'avons pas non plus à nous considérer comme solidaires de notre client. Nous ne sommes pas solidaires de ses actes. Nous ne sommes pas là pour revendiquer le fait que ce qu'il a commis, eh bien c'était ce qu'il devait commettre, mais pour l'expliquer. Et alors se tisse cette extraordinaire histoire, toujours très difficile, entre l'avocat et la vérité. La vérité, la justice ne cesse d'en parler, la manifestation de la vérité est inscrite en lettres de feu dans certains esprits, lettres de feu d'ailleurs qui conduisent parfois à certains incendies qu'on appelle des incidents, et qui finissent par conduire les juges d'instruction notamment à la chercher partout, y compris parfois dans nos cabinets, y compris parfois dans nos dossiers. C'est la raison pour laquelle, vous le saurez, autant que vous soyez prévenus, de temps à autre, une perquisition s'égare dans le cabinet de l'avocat, comme si cette violation avait un sens, comme si le fait d'écouter à la porte du confessionnal pouvait être autorisé à partir du moment où on sert à la justice. Cet espace du secret est un espace assez extraordinaire à défendre, car en réalité, il est évident que le secret couvre quelque chose d'inavouable. Pourquoi faudrait-il que soient secrets des choses bavardes? Pourquoi faudrait-il cacher ce que, à défaut que ce soit tout le monde, un nombre relativement important de personnes connaissent? Parce que c'est la confidence, parce que c'est le prix de la confiance que nos clients nous font, parce que nous n'existerions pas comme professionnels si cette confiance venait à être trahie. Il est clair que les médecins ont une situation à peu près semblable et que tout ce qui est intime, tout ce qui est personnel, y compris la faute, y compris parfois une certaine noirceur morale, si l'on en fait confidence à un autre, cet autre doit garder un secret du mot. Le secret prend parfois des aspects cocasses. Je me souviens de cette anecdote concernant un jeune avocat qui avait reçu en honoraire quelques billets qui l'inquiétaient beaucoup, non pas qu'il fût inquiet de recevoir des billets, mais parce qu'ils étaient tellement neufs, tellement dépourvus du moindre pli, de la moindre trace d'usure, que l'idée lui était venue que, peut-être, il s'agissait de faux. Et puis, quelque temps plus tard, assez rapidement, il consulte le dossier, voit que le hold-up dont son client est soupçonné se comporte d'une manière un peu étrange, un peu singulière. Il y a dans le dossier un procès-verbal du directeur de la banque disant, en ce qui concerne les billets qui ont été dérobés, je peux vous en donner les numéros, vous avez compris la suite, puisque nous venions d'être livrés par la Banque de France, c'est que j'ai le bordereau de livraison sur lequel figurent les numéros de ces billets. Le jeune avocat qui croit, qui craint déjà de comprendre, rentre chez lui avec un certain tremblement des genoux dont il se demande à quoi il peut être attribué et s'aperçoit que ces billets font partie du boulot. Alors il va bien sûr voir son bâtonnier, ça sert à ça, un bâtonnier, qui lui dit « Ah, tu ne peux pas garder les billets, certainement pas, monsieur le bâtonnier.
Mais tu ne peux pas les rendre non plus. Parce que si tu les rendais, tu apporterais la preuve matérielle de la culpabilité. Donc, vous avez compris que ce jeune avocat, je dis jeune parce que la différence de temps évidente, quand je vous aurais dit que c'était moi, fait qu'à l'évidence, les choses sont prescrites depuis longtemps, que vous pouvez en parler, que cela ne me portera pas préjudice. Voyez-vous, le secret va jusque-là, jusqu'à ces situations difficiles où finalement on est un peu bloqué. Je vous raconterai la suite si ça vous intéresse un autre jour, et savoir comment ces lumières ont finalement quitté le tiroir de ce jeune avocat inquiet après de nombreuses années, mais je ne veux pas donner trop de longueur à mon intervention. Si je vous raconte cette anecdote, c'est pour vous dire que si vous entrez dans cette profession, pour la plupart d'entre vous, dans des cabinets où vous serez entouré, où vous aurez un patron, c'est essentiel, un patron. Un patron, c'est un peu le même mot que le père. Un patron, c'est quelqu'un qui vous conduit dans la profession, quelqu'un qui vous explique ce qui doit être fait, quelqu'un qui vous conseille et quelqu'un qui essaie de vous sortir de ces impasses telles que celles que j'évoquais il y a un instant. Alors bien sûr, il faut consulter. Rien n'est pire qu'un avocat sans inquiétude. Alors bien sûr, il est serein de cette sérénité qui confine à une forme d'imbécilité totale. Car en réalité, notre métier, à chaque pas, à chaque instant, révèle des situations qui sont des problèmes. Et il faut s'ouvrir de ces problèmes à un confrère plus ancien qui vous explique, qui vous dit ce dont il s'agit et quelles solutions adopter pour en sortir. Et puis il y a l'ordre, mes chers confrères, l'ordre en bas, en face de cette bibliothèque, qui est perçu par beaucoup d'entre vous d'une manière qui n'est peut-être pas la bonne. L'ordre apparaît comme cette sorte de mangeur d'hommes et de femmes, chargé d'une mission disciplinaire. C'est vrai qu'il est chargé d'une mission disciplinaire, accessoirement. Nous ne sommes pas dans l'obsession de la poursuite, dans la démangeaison permanente de la condamnation. La mission première de l'ordre est de conseiller. Je connais un certain nombre de confrères, beaucoup plus âgés que vous, qui n'empruntent pas le couloir, en se disant que moins on se rapproche de cette situation qui pourrait présenter un danger, plus finalement on est tranquille. C'est une absurdité. Venez alors, pas trop nombreux parce qu'on n'y suffirait pas, mais venez à l'ordre si vous avez une difficulté. Les membres du Conseil de l'ordre, j'allais dire les bâtonniers, puisque nous sommes deux désormais, sont là pour vous apporter l'oreille, et même si vous avez le sentiment que vous avez dans une situation particulière adopté un comportement qui n'était pas le bon, même si vous sentez au fond de vous-même que, au-delà de la difficulté, il y a peut-être une erreur, voire une faute. On ne regarde pas de la même façon celui qui vient expliquer ce qui s'est passé, celui qui vient en quelque sorte confesser son insuffisance ou son erreur de jugement, et celui qui se cache, comme s'il espérait un quelconque bénéfice de la non-découverte de ce qu'il a pu faire. L'ordre, c'est vous, mes chers confrères, c'est vous qui l'élisez, c'est vous qui le mettez en place pour votre service, et je vous invite très fermement, quelles que soient les circonstances, à venir prendre conseil si vous l'estimez utile, si vous avez quelque chose qui vous pèse sur la conscience. Et puis, notre métier, ce n'est pas que ces perspectives tragiques, c'est aussi la vie du palais, avec sa multitude d'associations, qui va des docteurs en droit aux joueurs de boules, en passant par les mangeurs de chocolat, et des choses que je ne parviens même plus à mémoriser. Il doit y avoir quelque chose comme 180 associations dans notre palais. Ce serait bien le diable que chacune et chacun d'entre vous ne trouve pas dans cet éventail de perspectives ludiques, ou parfois plus intellectuelles, le moyen de se rassembler et d'y trouver des amis. Il faut que cette profession soit quelque chose qui rassemble, quelque chose qui soit une manière, non pas seulement de confraternité, mais d'amitié entre les hommes et les femmes qui la composent. Jadis, quand la profession n'était que judiciaire, cette maison, ce palais, la buvette du palais, la salle des pas perdus,
était le lieu d'élection, des rencontres, des amitiés, parfois même des mariages. Il y a des obsédés qui se marient dans la profession même, je suis de cela. Si bien qu'il y avait une véritable vie communautaire. Aujourd'hui, le judiciaire, disons-le, est un peu en recul. Et beaucoup d'entre vous vont certainement agir dans le cadre professionnel, dans leur cabinet, dans le cadre juridique, dans le cadre du conseil. C'est une noble tâche qui d'ailleurs ne se différencie pas vraiment de la tâche judiciaire. Il faut, dans toutes les situations, avoir une vive capacité d'analyse, avoir une capacité de conviction, et je suis bien certain qu'un certaines possibilités oratoires peuvent avoir leur intérêt dans le cadre d'un conseil d'administration ou d'une assemblée générale, tout autant que devant la cour d'assises, même si le ton ne peut pas être tout à fait le même, car vous pourriez amener le président à appeler les services psychiatriques d'urgence, ce qui suppose une adaptation à la situation. Donc, je vous invite vivement à considérer que vous faites partie d'une famille, une famille tellement large. Nous sommes 22 000, et peut-être un peu plus avec vous désormais aujourd'hui. Nous sommes 22 000 dans ce barreau. Et je crois que c'est même la raison qui fait que nous devons nous rapprocher autant que faire se peut. Selon vos convictions, selon vos inclinations, il y a aussi les syndicats professionnels qui se rassemblent pour étudier le devenir de la profession, pour dire ce qui doit être préconisé, sollicité, évoqué, proposé au pouvoir public. Il faut vivre dans tout cela. Être un avocat bloqué dans son cabinet a un petit quelque chose de tristesse, et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et puis il y a une autre institution, dont je ne parlerai pas, puisque nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir le premier secrétaire de la conférence en exercice à mes côtés, et qui va dans quelques instants vous dire ce qu'est la conférence. La conférence, me direz-vous, vous sortez d'examens, de concours, d'un cursus universitaire, et il faudrait encore passer un concours, mais oui, d'autant plus qu'en réalité, l'une des autres caractéristiques de notre profession, c'est que nous ne cessons jamais de passer un examen, que chaque affaire qui est plaidée est une manière de se soumettre au jugement d'autrui, de savoir si l'on a fait ce qu'il fallait. Et il ne suffit pas, comme le disait récemment l'un de nous, il ne suffit pas d'avoir la moyenne. Il ne suffit pas d'être juste ric-rac, de donner l'impression qu'on a fait son devoir sans avoir été justement jusqu'au bout des choses. Nous avons un devoir d'excellence, non pas par rapport à nous-mêmes, encore que les phénomènes qui viennent à critiquer l'ego, qui paraît-il est grand chez les avocats. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais supposons même que ce soit vrai. Si c'est au service des autres que je mets le souci de moi-même, cela vaut beaucoup mieux qu'une modestie qui m'amènerait à considérer que le service minimum est suffisant. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce concours permanent, dans cette épreuve permanente, dans cette situation de confrontation, et qu'on ne quitte jamais ni le dossier qu'on a sur son bureau, ni le prétoire dans lequel on vient de plaider, sans se dire, non pas l'ai-je bien descendu, mais ça revient à peu près au même, est-ce que j'ai fait le nécessaire? Ai-je été jusqu'au bout de mes possibilités? Voilà ce qui s'offre à vous. Voilà cette vie finalement palpitante. Rien n'est plus triste que de s'asseoir dans un coin, à un bureau, en se disant que si la législation ne change pas, dans une petite quarantaine d'années, ce sera la retraite. C'est déjà la retraite. C'est déjà la fin. Vous allez être dans la confrontation. Vous allez être dans l'épreuve. Vous allez être dans le combat. Vous allez avoir une vie vraiment palpitante. Je vous la souhaite aussi longue et heureuse que possible. N'oubliez pas ce que je vous ai dit quant au niveau du Conseil. Et maintenant, M. Rafnas, premier secrétaire de la conférence, vous avez la parole pour nous dire engagez-vous, engagez-vous. La conférence, c'est ce qu'il y a de plus.